Bienvenue dans Agora, votre émission de débat citoyenne et participative. Nous sommes à Bastia. Au programme, la faim, mais aussi la malnutrition qui s'est installée dans la rue et dans nombre de foyers insulaires touchés par la précarité. Au-delà du tabou, des associations sont mobilisées pour atténuer l'un des stades ultimes de la misère, celui qui consiste à ne pas pouvoir s'alimenter de façon régulière et correcte. Pauvreté en Corse, la faim s'invite à table, c'est maintenant dans Agora. Eh bien, nous nous retrouvons dans un établissement de la place du marché. Et avant de rejoindre mes invités, comme à l'habitude, je vais distribuer les fameux téléphones Agora qui vont permettre au public de filmer nos débats. Je vous rappelle que ce sont des images qui vont être utilisées lors du montage final de l'émission. Votre regard nous intéresse. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je vous présente rapidement Danielle Drague. Vous êtes la trésorière de l'association Le Restaurant Social de Bastia. Jean-François Misiasek, vous êtes le président des Restos du Cœur de Haute-Corse. Et vous, Barthélemy Simon Giovanni, vous êtes le délégué de l'Ordre de Malte en Corse. Pour débuter cette émission, je vous propose immédiatement un témoignage. Ce témoignage, c'est celui de Claudia qui nous livre cette vidéo. Entre le mois de décembre et de mars, Claudia s'est mobilisée d'elle-même à Ajaccio pour nourrir des personnes touchées par la grande précarité. Je vous propose donc de l'écouter. Ce qui me choque, c'est qu'au XXIe siècle, il y a encore des personnes qui meurent de faim. Je ne dirais pas qui, mais il y avait une personne ici qui faisait les poubelles et que j'ai eu du mal à faire venir ici manger. De voir ça, je trouve qu'au XXIe siècle, c'est pas du tout normal, quoi. Pour commencer, j'ai toujours acheté un peu à manger au SDF. Quand je les trouve dans les supermarchés en bas de chez moi, ou une pizza, ou un sandwich, je donnais un petit billet. Et après, bon, je me suis dit, c'est l'hiver, c'est pas ça qui va... Si je peux donner ça, autant me préparer à manger, leur donner à tout. Mais il est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait plus de 40 personnes à la fin, quoi. Je m'attendais à 10, 15, voilà, quoi. Puis maintenant, j'en suis à plus de 40. Comment vous vous organisez ? Je fais mes courses, j'ai des amis qui m'aident. Il y a eu... À un moment donné, un grand saut de solidarité quand il y a eu Via Stella qui est venu filmer, quand il y a eu Corse Matin. Bon, après, ça s'est bien sûr tout recouché. C'était juste pour Noël, tout ça, on était gâtés. Et après, je cuisine chez moi, je descends tout ici, on monte tout, on démonte tout, comme vous avez pu constater. Vous pensez continuer encore longtemps parce que... J'arrête là à la fin du mois. Il n'y a aucune structure qui donne à manger le soir à toutes les personnes. Ensuite, nous avons des SDF, des personnes qui travaillent, des personnes à petite retraite, des personnes âgées. Bon, actuellement, je n'en ai plus des personnes âgées. Sûrement la CAPA a dû reprendre le relais. Mais par contre, j'ai beaucoup de personnes, vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui ont des maisons, d'autres qui ont des petites retraites et bien sûr les SDF. Alors, vous avez entendu ce témoignage. Moi, je voulais avoir, pour commencer cette émission, une réaction à tous, ce que vous inspire cette Madame Tout-le-Monde qui a décidé de se mobiliser pour aider les plus précaires. Monsieur Misiasek ? Je crois qu'il faut saluer quand même la générosité de cœur de cette personne et puis qui vient en complément des actions des associations. Je pense que c'est important, la mobilisation de la société pour justement lutter contre cette précarité. Alors, cette personne nous dit quand même que effectivement, en tout cas, il n'y a pas de structure. Peut-être qui donne à manger comme ça le soir dans la rue. Ça doit aussi vous effectivement, il n'y a pas peu. de maraude. C'est vrai qu'on n'a pas de maraude. C'est vrai. Bon, après, le resto social distribue des repas le midi. Le midi, Danielle oui, Drague, oui. alors par rapport à ce témoignage et à la mobilisation de cette dame, est-ce que ça vous inspire ? Je sais bien que ce serait bien si on pouvait leur donner des repas le midi, le soir. Nous, on estime déjà que pour le moment, on ne peut pas faire plus que le midi. On s'arrange pour qu'ils aient un repas chaud, toujours, même l'été, que ce soit quelque chose de chaud à manger, un repas complet, entrée, plat, dessert. Ils sont servis à Vous allez table. avoir l'occasion de nous Voilà. détailler un petit peu Donc, le fonctionnement du resto et cette social. femme, c'est vrai. Monsieur Simon Giovanni, alors l'Ordre de Malte, quand on entend un témoignage comme celui-là, ça réchauffe sans doute un peu le cœur, non ? Ça réchauffe le cœur parce que je pense qu'elle est très chrétienne, cette femme, pour se donner. Peut-être, je ne sais pas. Je suis étonné parce que je pensais qu'il y avait que des structures où on pouvait manger. Et donc, apparemment, il faut que des gens se dévouent d'eux-mêmes. Alors, on précisera qu'à Ajaccio, il existe bien une maraude de la Croix-Rouge qui est assurée. Danielle Drague, le cœur de votre activité, vous avez commencé très rapidement à l'évoquer,
au niveau du resto social, c'est justement de nourrir les gens qui n'ont pas les ressources nécessaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été le constat qui a été établi pour la création de ce resto, je crois qu'il remonte à 2017, hein, c'est ça? Oui, la création, avec oui. 11 associations caritatives qui se sont mobilisées. Quel est le constat de base? C'est-à-dire que c'est vrai que sur Bastia, il n'y avait pas cette structure. Ça avait déjà été commencé à être initié en 2009 par l'AFNAR. Ça avait fait une étude avec le concours du foyer de Furiane. Et ça avait été abandonné parce qu'on n'avait pas de locaux. En 2015, le Secours catholique nous a proposé avec l'évêché les locaux que nous avons au Sacré-Cœur. Ils sont en plein cœur de Bastia. En plein cœur de Bastia. Et donc on s'est lancé, avec les 11 associations, on s'est lancé dans ce projet. Très bien. Alors comment ça fonctionne concrètement? Concrètement, les gens, alors soit les assistantes sociales, soit les autres associations nous envoient les gens. Nous, quand on en récupère, on envoie dans la rue, on leur explique où ils peuvent venir. Ils savent qu'ils peuvent venir manger le midi. On leur demande C'est quoi, s'ils c'est tous le les jours de la peuvent. semaine? 5 jours par semaine, du lundi au vendredi pour le moment. On espère rajouter un jour le samedi. Alors, c'est dans vraiment un quelques resto, les gens C'est un sont resto. à table. Oui, oui. Ah oui, oui. C'est pas un self-service, c'est un resto. On les sert à table. Ils ne se débarrassent pas, ils ne font rien. Ils sont servis comme s'ils venaient manger au restaurant. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que vous proposez 1 euro de participation. Oui, Ça voilà. procède de quoi, ce choix? Le choix d'1 euro, pour moi, c'est le respect de la personne. C'est pour dire qu'on ne leur fait pas la charité. Ils participent au repas. C'est 1 euro, on va dire, c'est pas énorme, mais c'est quand même, si on revient en arrière, c'est quand même 6 francs et quelque chose. Et dernière petite chose, pour qu'on comprenne bien le fonctionnement du resto, d'où proviennent les repas que vous servez? Alors on a eu une agence, l'agence PM Environnement, qui nous a contactés à l'initiative du Civadec pour le gaspillage alimentaire, et c'est la Corse centrale de restauration à Bigouille qui nous donne tout ce qui n'a pas été livré la veille dans les écoles, dans les choses, qui fait en sorte que l'on ait les plateaux à réchauffer pour donner à manger. D'accord. Alors ça c'est intéressant, hein, la question justement du gaspillage. Monsieur Simon Giovanni ou Monsieur Misiasek, j'aimerais bien vous entendre parce que c'est vrai que la question du gaspillage, elle est assez centrale. On voit que finalement, pour éviter ce gaspillage, vous, au resto, vous utilisez des plats qui ne sont pas consommés par ailleurs. C'est l'une des pistes à suivre. Moi, je sais pas, on a beaucoup de grandes surfaces qui sont développées en Corse. Normalement, on devrait être en mesure de nourrir à peu près tous les gens qui sont en difficulté aujourd'hui. Il existe déjà, nous, un système de ramasse, ce qu'on appelle la ramasse dans les supermarchés. D'ailleurs, il y a des passerelles entre nos différentes associations qui font que on récupère des produits qui arrivent en fin de vie, disons, et qui sont encore consommables. Après, il y a une initiative que je voudrais souligner qui est très importante, qui est un groupement de producteurs de fruits et légumes et chez lequel on va s'approvisionner pour redistribuer aussi également. Donc c'est les fruits, par exemple, qui devraient être jetés et qui sont quand même consommables parce qu'ils ne sont pas calibrés. C'est une belle initiative des producteurs locaux. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, voilà, il y a une entente. Vous arrivez à Oui, fonctionner avec les grandes absolument. surfaces avec ou avec les grandes surfaces ou avec ces initiatives, ou également certains industriels agroalimentaires chez qui nous fournissent des produits également. Alors, vous n'êtes pas directement concerné parce que c'est vrai que l'Ordre de Malte intervient au niveau de la santé. Oui. Mais il n'en reste pas moins que toute cette mobilisation associative à laquelle on assiste, vous êtes censés tous travailler de manière complémentaire. Mais finalement, vous suppléez à des pouvoirs publics qui aujourd'hui peut-être sont un peu trop absents. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Simon Giovanni, notamment dans le domaine alimentaire? Je pense que la fonction crée l'organe. S'il n'y en avait pas besoin, on ne serait pas là. Ce que je voudrais dire, en fin de compte, nous sommes des infirmiers, ou pour ne pas être misogynes, des infirmières. Nous mettons des pansements, nous soulageons les difficultés. Mais les solutions, elles sont économiques et politiques. Oui, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que d'où c'est pas le l'importance rôle quand des même- pouvoirs publics concrètement? D'où l'importance des associations de suppléer à cette carence de la société. Et humaine. Et humaine, Parce c'est-à-dire que, c'est-à-dire que les petites structures comme les nôtres reçoivent des gens et traitent des gens, pas des dossiers, pas des clients, pas des... Ce ne sont pas des Et numéros. C'est pas des numéros, mais ça va plus loin que ça. Il faut comprendre que les gens dont on parle, c'est des cumulards. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas que un problème de faim. Ils ont un problème de famille, ils ont un problème de solitude, ils ont un problème de logement.
Ils ont un problème psychique, Santé. psychologique, tout ce que vous voudrez. Un problème d'alcool, éventuellement. Et ces gens-là, comme ils cumulent tout ça, ben, ils sont très très mal parce que ce n'est pas des cumuls de mandats, là. Et ce que je regrette, alors tous autant que nous sommes, dans notre coin, on fait tout ce qu'on peut, Oui. avec nos petits bras et nos petits moyens. Mais même si on est complémentaires, on n'est pas coordonnés. Parce que et la coordination, c'est ça le grand problème. Sur se coordonner, c'est par rapport au type. Ouais. Et donc, ça, voilà. Alors, Daniel Drag, vous n'êtes pas coordonné? Oh, malgré tout, si, on a Il y a- quand même il y a on déjà a, des- on il y a a déjà des des passerelles, passerelles. on a des Nous, on a conventions établi des entre La nous. complémentarité, c'est pas une Si, quand coordination. Ce que je veux dire, c'est que pour traiter ce type qui a un problème de santé, un problème de famille, un problème de bouffe, il faudrait prendre ce garçon et le garder pendant un moment. Oui. Et Ouais, personne je ne peut le comprends bien. faire. Si notre ami m'envoie quelqu'un qui a besoin du tout bib, on va s'en occuper. Si j'envoie quelqu'un qui a besoin de bouffer, il va lui donner. Mais ça reste... Alors moi, j'aimerais bien quand même qu'on évoque maintenant peut-être la question du profil de vos différents bénéficiaires. À un moment donné, il y avait un peu cette image d'Épinal que les plus précaires ici en Corse, c'était des gens, soit des primo-arrivants, soit les populations immigrées. Sauf qu'on a l'impression, ce qui n'était pas d'ailleurs forcément plus rassurant, sauf qu'on a l'impression que désormais les choses évoluent. Peut-être qu'on le ressent d'ailleurs au niveau alimentaire et que les Corses eux-mêmes sont concernés. Est-ce que vous pouvez me faire partager votre expérience? Absolument, on retrouve la société corse en fin de compte. Hein. Vous avez toutes les couches et toutes les couches de population de la société corse qu'on retrouve. Ce ne sont pas que des émigrés, il y a aussi des Corses, il y a des travailleurs précaires, il y a des personnes âgées aussi. Et je voudrais souligner quand même la tranche la plus impactée, ce sont les femmes. Les femmes sont impactées au niveau de la retraite parce qu'elles ont des retraites de conversion qui sont souvent petites. Mais aussi, vous avez la famille monoparentale. Et les familles monoparentales, c'est pratiquement que des femmes qui sont touchées. Et vous avez maintenant une tranche de jeunes femmes qui arrivent aussi, qui sont démunies parce qu'elles n'ont pas d'emploi ou un travail précaire. Voilà. Je trouve que les femmes sont vraiment les plus impactées, ce qui est bien dommage. Alors vous savez qu'on aime bien prendre l'avis du public dans Agora et peut-être que déjà avec cette première partie de notre discussion, des éléments ont surgi. Monsieur, vous avez écouté attentivement, j'ai l'impression. Merci de vous présenter peut-être et peut-être de vous fassiez partager votre expérience ou une question à nos invités, comme vous voulez. Alors, moi, c'est Jean-Baptiste Casano, je suis le secrétaire général du Secours populaire de Bastia. Est-ce que par rapport à ce qu'on a commencé à évoquer, justement, vous pouvez nous faire bénéficier du point de vue du Secours populaire sur ces problèmes de la précarité et notamment sur le plan alimentaire? Alors, ce que j'ai entendu par rapport aux intervenants, et peut-être que c'est tout à fait logique de ce qu'ils ont actuellement. Nous au niveau du Secours populaire, c'est exactement la même chose. Nous faisons exactement le même principe. Et il est vrai, quand j'entends Monsieur Jean Jovan parler qu'on est un peu éparpillé, c'est un peu vrai aussi. La mutualisation, je dirais, des associations, elle n'est pas tout à fait organisée. Je pense que plus tard, peut-être, on organisera un peu mieux ce genre de manifestation. Très bien. Très très bien. Alors c'est tout à fait complémentaire ce que monsieur vient de nous partager. Effectivement, on revient à la question un peu de la coordination. C'est plus une histoire de passerelle, je pense. C'est des contacts. Il faut établir des contacts entre nous, quoi. Ce qui n'est pas vraiment tout à fait le cas. D'ailleurs, je suis assez frappé. En Corse du Sud, il me semble qu'il existe cet ensemble, cette fédération d'associations, la fameuse clé. Ça n'existe pas en Haute-Corse. Non, je me suis mal exprimé sans doute. On n'a aucun problème de complémentarité ni de passerelle. Ce que je dis, c'est que pour traiter le cas de ces cumulards, il faut pouvoir les mettre pendant un temps quelque part et s'en occuper. Et coordonner. Moi, j'ai un problème de coordination, même chez nous, entre les dentistes, les pharmaciens et les médecins. Il ne suffit pas que chacun dans son coin... Vous allez nous parler de votre dispensaire tout à l'heure. Daniel Drag, mais... j'aimerais bien que l'on revienne sur ce qu'on a commencé à évoquer, c'est-à-dire la question du profil des bénéficiaires. Famille monoparentale, des jeunes, c'est ce que vous retrouvez également au resto social? Oui. Au début, on avait, pour ainsi dire, que des immigrés, vraiment les premiers mois. Et là, depuis 3-4 mois, on a plusieurs familles avec des enfants de 3 et 6 ans, des adolescents de 11-12 ans. On a aussi des familles en précarité, un monsieur qui travaille,
mais qui travaille à temps partiel, qui a 2 enfants, qui a une femme qui ne travaille pas et qui ne peut pas nourrir sa famille correctement, qui arrive pas, qui nous a été envoyé. On a beaucoup plus de jeunes maintenant, là, entre 20 et 25 ans. C'est ce qu'on n'avait pas au début. 25 ans, alors c'est quoi C'est des étudiants, des jeunes sans emploi? C'est des jeunes sans emploi. Et malheureusement, c'est quand même des jeunes qui viennent ici pour essayer de trouver du travail et qui n'en trouvent pas. Ouais. Malheureusement, ils les espèrent. Jeunes Corses notamment, j'évoquais le fait que... Il y a des Corses, on a des personnes âgées, on a aussi des Corses qui viennent pour rompre l'isolement. Parce qu'ils sont isolés et pour venir parler, parce qu'ils trouvent un lieu où parler. Pour répondre à votre question, la majorité, ce sont des Corses. La majorité de nos... Nous, on ne parle pas de bénéficiaires, mais de personnes accueillies. Je rejoins un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc, pour le respect de la personne, la majorité, ce sont des Corses. Ouais, tout à fait. Et on se rappelle d'une émission toute récente qu'on a fait sur la précarité étudiante. L'association Aiuto Studentin nous avait dit que parfois les Corses avaient aussi un peu cette difficulté à franchir la porte de certaines... C'est une certaine pudeur. C'est une certaine pudeur. Et c'est vrai, pour rebondir sur les étudiants, nous avons aussi à Corté, puisque nous avons un centre de distribution, et on reçoit quand même 80 étudiants. Ouais. C'est quand même énorme. Ça, c'est intéressant. Alors, moi, je voulais aussi vous entendre peut-être aussi sur... Puisqu'on parle de profils, c'est toujours difficile de mettre en place des catégories dans le domaine qui est le vôtre. Mais il y a celui de ce qu'on appelle les invisibles sociaux désormais. Les invisibles sociaux, c'est un terme qui est retenu par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Ce sont ces gens, en fait, qui vivent juste au-dessus des minima sociaux. Ceux qui peut-être ont un peu de mal à boucler les fins de mois, à remplir notamment les réfrigérateurs. Ces gens-là, j'imagine que vous les croisez au Resto du Cœur. Absolument. Ce sont des gens qui sont sur le fil du rasoir. Et il suffit juste d'un petit SMIC, par exemple. Oui, un SMIC, oui, absolument, un SMIC. Mais c'est aussi comment ils peuvent très vite tomber dans la précarité. Ce sont des gens qui sont fragilisés puisqu'ils ont un travail qui est plutôt précaire. Ils sont au SMIC et il suffit d'un incident pour qu'ils tombent dans la précarité. Une maladie, un incident quelconque. Et là, c'est vraiment une catégorie qui est très fragile. Et nous, oui, nous aussi. Mais nous, au Resto Social, si vous voulez, on prend les gens, on leur demande 1 €, mais la personne qui se présente, qui n'a pas de quoi payer, on lui sert à manger quand même. Elle est accueillie quand même. Je vais vous donner un exemple. Justement, je vous donne un exemple d'une femme qui dernièrement vient. Elle élève seule ses enfants, donc dans une famille monoparentale. Elle travaille et d'un seul coup, les allocations familiales sont arrêtées pour réétudier son dossier. Il faut 3 mois pour étudier un dossier. C'est quand même aberrant. Et on sombre immédiatement dans la cette précarité. femme, comment elle nourrit ses enfants? Elle vient nous voir, on lui donne un colis d'urgence. Et après, on l'inscrit pendant 3 mois pour qu'elle puisse au moins nourrir ses enfants. Puisque d'un travail précaire, mal payé, oui, il faut dire les mots, mal payé, les allocations sont un complément indispensable pour pouvoir payer le loyer, nourrir les enfants. Et il faut ça, c'est des exemples comme ça. Et j'en ai d'autres. Il faut noter quelque chose, c'est que si par malheur cette pauvre dame se trompe dans le dossier, alors là, c'est 6 mois. Ouais, on comprend bien. Je crois qu'il y a, excusez-moi, il y a quand même, au niveau de l'institution, que ce soit la CAF ou la CPAM, il y a quelque chose à faire pour répondre. Je ne sais pas, il devrait y avoir une cellule d'urgence. Absolument. Il faudrait éviter ces délais administratifs que vous évoquiez. Ils connaissent les dossiers, ils connaissent les revenus. Ils savent que la personne va être... Si elle a le SMIC ou 900 € de salaire et qu'elle a 2 enfants ou 3 enfants, ils savent qu'elle va tomber dans la précarité. Donc, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Moi, je les interpelle. Un autre aspect de notre discussion, si vous en êtes d'accord, moi, j'aimerais bien parler notamment des conséquences sur la santé. De tous ces gens qui ont des mal à se nourrir, un élément important au niveau de la précarité dans laquelle ils sont plongés. Rapidement, je vais aller très très vite au niveau de quelques chiffres. Je vous rappellerai simplement que la Fédération des banques alimentaires au niveau national rappelle que l'aide alimentaire concerne 4,8 millions de Français, selon la Direction générale de la cohésion sociale. C'est des chiffres qui datent de 2015. Autant dire qu'ils étaient peut-être déjà à l'époque sous-estimés, mais qu'en plus, ils sont sans doute aujourd'hui plus importants. Tiens, monsieur du Secours populaire doit connaître lui aussi ces chiffres. Le baromètre Ipsos Secours populaire en septembre 2018 mettait en avant un chiffre alarmant. Pour 1 Français sur 5 se procurer une alimentation
alimentation saine permettant de faire 3 repas par jour est source de difficultés financières. Ça doit vous parler, monsieur Simon Giovanni, hein, le fait qu'effectivement, ces gens qui ont tant de mal à se nourrir, forcément, se mettent dans des difficultés de santé également. Mais les gens qui ont du mal à se nourrir, déjà les gens qui n'ont pas de mal à se nourrir se nourrissent mal. Donc on parle de malnutrition, là, hein, bien sûr. Et après, ceux qui ont du mal, ils se nourrissent très mal. Alors vous avez, par exemple, toutes les histoires d'obésité, c'est des gens qui vont acheter les trucs en bas du supermarché où on fait dans le gras. On voit apparaître, nous, à côté du diabète génétique, Voilà, par insuline, exemple, ouais. on voit au-dessus de 50 ans le diabète gras. Des gens qui ont mangé trop de sucre, trop de gras, trop de choses comme ça. Les gens qui n'ont pas de dents, parce que ça coûte très cher de mettre des dents, ils ne peuvent pas mastiquer. Donc ils ne peuvent pas manger beaucoup, ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent, et très souvent ils boivent plus qu'ils ne mangent. Je peux aussi vous parler, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que tout ce cumul fait qu'il n'y a pas que de la santé physique, il y a de la santé psychique aussi. Et quand vous êtes mal dans la tête, ben ça finit aussi avec des histoires de drogue ou d'alcool. Ouais. Voilà. Alors, justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du fonctionnement du dispensaire? Oui. Vous avez donc quoi? Des médecins, des dentistes, j'imagine, si je vous suis bien. Oui. Peut-être même des psychologues pour le dernier Cardiologues, aspect. psychologues, addictologues. Comment ça fonctionne? Qui sont les gens que vous accueillez? Alors, nous, pas de Corse. Alors, enfin, on a 60% de Maghrébins qui sont et 30% de gens de l'Est. Tous ces gens sont des gens qui, à 75%, n'ont pas de droit, n'ont pas de CMU, n'ont pas, etc. Ce ne sont pas des gens en situation illégale, mais ils n'ont pas de couverture. Oui, je comprends bien. Voilà. Et donc ces gens, on fait tout ce qu'on peut, mais on ne peut pas grand-chose. J'en profite pour dire que nous ne sommes que des bénévoles, tout le monde. Et si jamais il y en a un qui entend, un pharmacien ou un dentiste vous ferait du bien. Une demi-journée par mois. Eh bien, on va retourner, si vous le voulez bien, dans le public, parce que je suis sûr que ce que l'on vient de se dire fait un peu écho. Madame, je vous voyais notamment écouter très très attentivement nos invités. Si vous voulez bien vous présenter. Madeleine Dussol, je suis bénévole au restaurant social. Moi, je voudrais faire 2 remarques. La première concernant la dame ordinaire qui donne à manger. Ben, nous avons une dame ordinaire qui tous les dimanches... Il n'y a pas de concurrence, hein, je pense. Non, maintenant, qui tous les dimanches donne à manger à une dizaine, une vingtaine de SDF. Et elle fait ça sur ses deniers. Ici à Bastia. Ici à Bastia. Et puis... au restaurant social, je pense que les gens, ils viennent pour manger, mais ils viennent aussi pour la convivialité, parce que c'est un endroit agréable. Ils regardent la télé, ils parlent entre eux. Dehors, ils se mettent dans le jardin, ils prennent le soleil. Je pense qu'ils viennent aussi pour avoir un peu ce lien social qui manque. Certains, ils viennent pour ça. Et il y a des Corses qui viennent pour ce lien social. Alors ça, c'est très très intéressant ce que vient de nous dire Madame, parce que le lien social à travers la nourriture, hein, parce que finalement les gens qui n'arrivent pas à se nourrir correctement, ils se retrouvent bien souvent coupés en termes de... le lien social se dissout. Donc peut-être que vous pouvez un petit peu compléter de ce que vient de nous dire Madame. Oui, justement, au niveau de cet aspect-là du parler resto avec social. une personne là qui devrait venir nous faire un genre d'animation, c'est-à-dire venir voir les gens que nous accueillons, discuter avec eux, et à la suite de ça, elle fait des petits livrets où elle raconte l'histoire de ces gens anonymement, hein, sans les nommer ni rien, mais elle fait des petits livres justement pour que après les distribuer pour que les gens connaissent les histoires. Donc on doit faire une convention avec cette personne qui viendrait animer un peu les après-midi au resto social. Très, très bien. Et c'est notre but. Hein. C'est très important. En fin de compte, on ne parle pas de bénéficiaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de personnes accueillies. Et c'est très important d'écouter, d'être à l'écoute des gens, qui puissent au moins trouver un peu de chaleur humaine. Moi, j'ai des exemples d'une dame qui vient, en début d'après-midi, elle doit se servir en milieu d'après-midi, elle dit non, je laisse passer mon tour, et elle reste avec nous. D'accord. Alors justement, ils ont monsieur, besoin de ce lien. Au niveau de la proximité, Monsieur Miziasek, j'aimerais bien que vous nous parliez aussi de l'une des initiatives importantes que doivent mener les Restos du Cœur. Oui. Vous avez, si je ne m'abuse, 6 centres de distribution aujourd'hui en Haute-Corse. Certains sont situés dans le rural. Mais j'aimerais justement que vous me disiez
un mot sur le rural, parce que parmi les gens isolés, parmi ceux dont le lien social a été coupé, il y a notamment les personnes qui vivent dans les villages où la détresse, où l'insécurité alimentaire est tout aussi importante. Oui, alors le grand projet, c'est justement de créer un centre itinérant pour aller juste dans les villages, parce que vous avez beaucoup de personnes âgées ou de gens qui ne peuvent pas se déplacer, ou même de personnes à mobilité réduite, et venir dans nos centres. Donc c'est justement d'aller faire un circuit pour distribuer chez ces gens-là, et on va retrouver encore dans cette population un maximum, enfin plus généralement des femmes aussi qui n'arrivez sont pas à, entre guillemets, toucher, quoi, qui ne vont pas à vous. Ils ne peuvent pas venir, déjà ils ne peuvent pas descendre des villages. Donc comment voulez-vous que nous... Donc vous êtes en train de me dire que sur les 2000 repas, hein, grosso modo, que vous servez sur une campagne... 2000 bénéficiaires. On va approcher cette année 200 000 repas sur la Haute-Corse. C'est ça. On va approcher, c'est quand même énorme. 200 000 repas et c'est 2000 bénéficiaires. C'est 2300 bénéficiaires. Hein. Mais après, il y a comment, dans les villages, toutes les personnes que l'on ne touche pas. Et là, je fais appel aussi aux acteurs sociaux qui sont les maires, les assistantes sociales, qui sont aussi les infirmières ou la DMR, pour dire qu'ils ont la possibilité de contacter les Restos du Cœur. Ouais. On n'est pas dans une démarche commerciale. Juste une question, parce que ça des gens qui doivent des moyens d'aller les chercher. On a besoin justement d'investir dans un camion frigorifique. Voilà. On a besoin de dons, on a besoin de... Voilà. Alors, le nerf de la guerre, c'est l'argent aussi. Un petit mot. On fait quand même un peu dans la bouffe, c'est le dimanche matin, on fait le petit déjeuner pour les gens qui veulent venir déjeuner à l'Ordre de Malte. Parce que comme les associations ne font pas de petit déjeuner le dimanche, et que nous, on est un peu cathos, on a essayé de faire quelque chose, et on a entre nous... Avant la messe, vous servez... avant la messe, absolument. On ferme à 10h pour pouvoir être à 10h30 à la messe. C'est ça. Voilà. Justement, en termes de développement, de projets que vous porteriez, du côté du Resto Social, vous nous avez parlé de cette personne qui doit intervenir chez vous. Vous avez d'autres projets pour un petit peu développer votre action? On a une salariée qui, en ce moment, est en formation pour devenir conseiller d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que à partir de 2020, on espère pouvoir obtenir des contrats aidés de façon à embaucher une ou deux personnes qui, justement, est loin du milieu du travail, des gens qui touchent le RSA simplement et autres, pour les réinsérer dans la vie professionnelle. Donc à travers le resto, l'alimentation, voilà. Vous allez devenir chantier d'insertion, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Voilà. C'était notre but initial, de toute façon. Bon, au départ, on voulait démarrer là-dessus, mais on n'a pas pu, parce que c'était quand même assez complexe. Oui, le problème des contrats aidés qui ont été arrêtés d'un seul coup par le gouvernement nous a bien embêtés. Donc là, cette année, notre salarié est toute l'année en formation, justement, pour devenir conseiller d'insertion professionnelle. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas que alimentaires, nous sommes aussi d'aide à la personne. Et comme tu le dis justement, on essaye de réinsérer, que ce soit en redonnant de la dignité aux personnes. En fait, si je comprends bien, l'alimentation, ça peut être un point d'entrée. Voilà, absolument. C'est le point très, très bien. Peut-être avant de terminer, puisqu'il y a eu un appel du côté des Restos du Cœur, je crois savoir, on a discuté avant le début de l'émission, qu'il y a des besoins aussi au niveau de l'Ordre de Malte. On a un projet, c'est de trouver un nouveau local avant 2023. Pourquoi? Que se passe-t-il? Parce qu'on est obligé de partir de là où on est. On y est depuis 33 ans, mais en 2023, on n'y sera plus parce qu'il y a une promotion immobilière qui va nous remplacer. Donc si quelqu'un a 150 mètres carrés en rez-de-chaussée et plutôt centre-ville, on peut en parler. Très très bien. Écoutez, le message est passé. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Pour notre part, nous allons nous retrouver dimanche prochain pour un prochain numéro d'Agora. Et comme à l'habitude, je ne saurais jamais trop vous enjoindre contre les idées reçues de privilégier toujours le débat. Merci à tous.